Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Topo RH. Les entreprises n'ont jamais autant investi dans l'accompagnement et dans le développement de leurs managers que depuis quelques années. Pourtant, les indicateurs sociaux n'ont jamais été aussi mauvais. Nous allons dans cet épisode nous intéresser au rôle des managers et à la lourde responsabilité qui leur est confiée. Pour explorer cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Lecoz, qui est DRH de Forvis Mazars en France et membre du comité exécutif. Mathilde est également présidente du Lab RH. Vous écoutez Topo RH, le podcast qui décrypte les décisions RH pour élever le potentiel humain dans les entreprises. Je suis Namia Benmansour-Herpin, consultante et coach. J'accompagne les entreprises dans le développement de leurs talents. Dans ce podcast proposé par Cégide, j'aurai le plaisir de recevoir dans chaque épisode un acteur de la population RH pour décrypter une de ses actions phares et échanger sur les thématiques clés du secteur. Mathilde, bonjour. Bonjour. Mathilde, comme je l'évoquais en introduction, le décalage entre le niveau d'investissement des entreprises dans le développement de leur population managériale et les indicateurs sociaux n'ont jamais été aussi fortement en décalage et très fortement, en tout cas, un retour paradoxal entre le niveau d'investissement et ces indicateurs. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai, je le constate aussi. On parle beaucoup de management, de la nécessité de former. On parle d'ailleurs beaucoup de formation. Pour autant, sur les notions, les indicateurs sociaux, le désengagement, l'absentéisme, et puis même l'explosion du freelancing, qui est parfois une fuite du salariat pour une expérience notamment en tant que manager qui a été assez négative, nous montre qu'on n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. Et à mon sens, c'est parce qu'en fait, on essaye de soigner sans connaître réellement, en tout cas s'attaquer à la cause. Donc oui, on investit beaucoup en formation, mais est-ce qu'on a profondément retravaillé la question même du rôle du manager, des indicateurs de performance à suivre le concernant, de la manière dont on allait organiser sa mission. Ensuite, on peut lui donner les outils, mais fondamentalement en amont, il faut aussi pouvoir remettre en cause peut-être un certain nombre de fonctionnements actuels. Alors, dans ce que vous évoquez, de ce que vous partagez avec nous, j'entends que le sujet de la formation peut être une des solutions, mais que la principale, en tout cas, notion que vous évoquez, c'est surtout d'identifier ce qu'on attend du manager et le rôle, effectivement, qu'il a à jouer au sein de l'organisation. Alors, justement, pour en parler, comme nous le faisons à chaque épisode, nous intéressons à une mise en œuvre et à une idée, une prise d'initiative, une mesure. Quelle est la mesure dont vous souhaitez nous parler et qui s'adresse à votre population managériale ? Eh bien, je dirais, on crée nos premières fonctions de manager de métier. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire vraiment, c'est une expérimentation. Alors, sur un périmètre déjà de 500 personnes, donc c'est 10% de nos effectifs actuels pour pouvoir déployer, afin de démontrer que plus on investit dans le management, mais pas dans l'accompagnement managérial, dans le management, plus on va pouvoir aussi travailler et avoir des impacts en termes de performance sociale et donc ensuite de performance économique, puisqu'on sait démontrer que si les collaborateurs sont épanouis, bien dans leur basket, bien accompagnés par leur manager, ils sont aussi plus engagés et donc plus productifs. Et donc cette opération phare, je dirais, elle vient déjà d'une observation par le passé, observable chez nous, mais je pense pour en parler beaucoup avec mes pairs au sein de nos organisations en France et pas que, c'est que pendant très longtemps, le management n'était pas forcément un rôle, en tout cas n'avait pas de mission, si ce n'est était davantage un attribut statutaire de réussite. Je m'explique, en fait, pour évoluer statistiquement dans l'organisation, on évolue par le prisme de son expertise et puis on va avoir ces fameuses responsabilités managériales dans son évolution. On est expert, on veut avancer, en gros, on va être promu manager. Pour autant, un manager ou un expert, c'est pas du tout les mêmes compétences.
On peut être excellent dans son expertise et pas du tout être en mesure de manager. Donc ça questionne déjà, premier point, sur les compétences qu'il faut avoir pour manager. Combien de fois on entend, mais mon manager est un très mauvais manager ou il n'est pas fait pour manager. Donc ça, c'est la première chose. Les compétences. Je dirais l'appétence, parce qu'on en fait un choix imposé quelque part. Si je veux évoluer, je suis obligée de passer par la case manager. Parce on n'a pas pensé des carrières pour les experts uniquement. Et donc, ça questionne le sujet de l'envie. Il faut avoir envie. Quand j'entends aujourd'hui, j'en ai marre, Mathilde, de faire du social, bonne nouvelle ou mauvaise, enfin, faire du social, c'est faire du management. Donc, c'est que tu n'aimes tout simplement pas manager. Est-ce qu'on peut être bon manager quand on n'aime pas manager? Je pose la question. Je pense que le sujet de l'appétence et de l'envie est aussi primordial. Et puis, surtout, quel est le rôle? Quelle va être la mission attendue? Quelle en est d'ailleurs la valeur attendue en termes de delivery? Et comment on mesure ça? Bien souvent, en tout cas dans l'ancien système, qui est encore assez existant, quand je dis attribut statutaire de réussite, c'est que le manager, il a ses galons, l'équipe travaille pour moi. Est-ce que c'est réellement ça, aujourd'hui, la mission? En tous les cas, il y a vraiment cet enjeu de « est-ce que j'ai du temps pour le faire ?» Pour moi, le manager de métier, mon métier, c'est de manager. On n'est pas DRH à mi-temps. On n'est pas directeur marketing à mi-temps, on n'est pas recruteur. Enfin, donc, si manager c'est un métier à plein temps. En tout cas, je manage, c'est mon métier. Bien souvent, les managers ont à produire. C'est-à-dire qu'on leur donne en plus le management, en plus de leur mission, de leur delivery et des attentes en termes de production qui sont attendues de leur part. Et donc, bien souvent, on entend, mais je n'ai pas le temps pour bien faire mon rôle de manager. Ou ceux qui le font bien, en général, c'est sur leur temps en plus. Oui. Donc, ils ont des très longues journées. Ils ont parfois même des week-ends qui sont touchés par le travail. Et donc, d'ailleurs, souvent, les très bons managers, qui sont aussi des très bons opérationnels, malheureusement, craquent parce que ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est ce diagnostic-là qui, à mon sens, amène au fait que on a beaucoup de gens qui sont en position de management, mais qui ne sont pas faits pour manager, qui n'ont pas les compétences et qui surtout ne savent même pas ce qui est attendu d'eux dans leur rôle de manager. Donc ça, on voulait l'arrêter. Et moi, je suis assez convaincue que manager, c'est un vrai métier. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut en comprendre la mission. Il faut être accompagné, en avoir les compétences. Il faut en avoir l'envie, parce que c'est quand même un métier extrêmement difficile. J'entends parfois ingrat. Parfois aussi, donc l'amour des autres, j'ai utilisé le terme, et aimer manager, c'est pour moi un prérequis extrêmement important. Et donc on voulait investir dans ces métiers-là. Et je peux vous assurer que c'est pas facile à convaincre, parce que bien souvent on dit non mais manager, comme justement on ne perçoit pas, on ne s'intéresse pas à la valeur qui va en découler, on a l'impression qu'on dépense de l'argent. Ce sont des gens non productifs. Voilà. On va creuser votre mesure parce que dans ce que vous avez évoqué énormément de choses extrêmement importantes pour ce qui est de la posture managériale et du rôle du manager. Alors, je vous rejoins parfaitement, c'est des sujets sur lesquels j'interviens beaucoup en entreprise. Et effectivement, le constat que vous portez est un constat qu'on peut voir dans un certain nombre de secteurs d'activité et de métiers. Ce qui est relativement nouveau dans votre approche et dans la mesure que vous avez mise en place et que vous allez nous détailler ensuite, c'est que plutôt que de continuer à surinvestir le développement, l'accompagnement, la formation, le coaching, etc., qui est une partie très importante et intéressante et qui porte ses fruits, c'est aussi d'adresser le sujet de la remise en question en interne du fonctionnement sur la partie managériale. Exactement. Ce qui est souvent un petit peu, on n'a pas de marge de manœuvre, donc c'est comme ça, et maintenant on va ajouter des solutions de formation, d'accompagnement, etc. Donc du coup, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que du coup, vous en avez fait un métier à part. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dimension opérationnelle chez vos futurs managers qui vont être sélectionnés et ensuite accompagnés. Donc, comment se met en œuvre une mesure comme celle-ci ? Alors, déjà, il faut trouver un sponsoring fort. En tout cas, donc là, si je prends l'exemple de l'expérimentation qu'on est en train de mener, c'est sur une population très jeune, des très jeunes diplômés chez nous. C'est une équipe de 500 personnes. Alors, ces gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. C'est-à-dire que dans nos métiers, en fait, on va travailler par mission. Et donc, à chaque fois qu'ils vont sur une mission, ils ont un manager opérationnel.
mais ils vont avoir donc plusieurs managers opérationnels. Moi, quand je parle management, je parle pas bien sûr, le manager opérationnel existera toujours, déterminer les tâches, déléguer, contrôler, gérer le travail d'équipe pour produire la mission donnée pour nos clients. Moi, quand je parle de management, c'est vraiment la dimension de care management, c'est-à-dire cette dimension qui est vraiment travailler sur la performance sociale des individus, c'est-à-dire, est-ce que les collaborateurs sont bien dans ce qu'ils font? Est-ce que, justement, je peux avoir une visibilité sur l'intégralité de leur planning, dont la mission globale? Parce qu'aujourd'hui, on a des managers opérationnels, mais qui ne voient qu'un petit bout. En fait, ils ne managent que le temps d'une mission. Mais en fait, on a besoin d'avoir quelqu'un qui, sur le temps long, m'accompagne, me donne des orientations, s'assure que je vais bien et va plutôt aller traiter des sujets qui sont plus sur le développement et l'accompagnement du collaborateur dans sa manière de se développer. Un autre sujet aussi dans notre organisation, c'est comme on a donc plusieurs managers, ça veut dire que nous, on a des ressources mutualisées. Ça veut dire que cette population de 500 personnes va travailler pour plusieurs personnes et donc on n'a pas un lien de subordination prédéfini entre un individu et un manager, puisqu'à force d'en avoir plusieurs, on a deux manières d'approcher les choses. Moi, un peu naïvement par le passé, je me disais, tout le monde est co-responsable. Oui, ou personne ne l'est, dans les faits. Parce que si on est plusieurs à manager, dans les faits, ce qu'on observe, ces personnes se responsabilisent dès lors qu'on n'a pas instauré un véritable lien de subordination. Moi, je pense qu'on peut être responsable managérialement sans lien de subordination, parce que c'est pas le lien de subordination qui fait la capacité à manager. Pour autant, on a cette équipe-là. Et donc, qu'est-ce que c'est manager de métier? Donc déjà, on a un leader pour ces 500 personnes qu'on allait chercher dans la maison, un profil qui a beaucoup surpris, mais qui, sur le plan des compétences, match parfaitement. Mais donc ça a été assez intéressant parce que justement, c'est une personne qui est convaincue, qui a déjà l'envie et l'appétence très très forte de manager et au sens noble du terme, je dirais, avec aussi des valeurs humaines extrêmement importantes, des compétences qui avaient été déjà développées, mais qui n'a rien à voir avec leur activité. Donc d'ailleurs, ça a été un des premiers peut-être freins à lever mais attends, quelle est sa légitimité? Et ça, c'est vraiment un prisme souvent de pensée. Il faut être légitime opérationnellement pour bien manager. Moi, je suis pas totalement convaincue. Ça veut dire que c'était un critère pour vous que justement la personne n'ait pas l'expertise ou c'était plutôt non, le alors profil disons que ça n'était pas un prérequis. D'accord. Voilà. Je dis pas que c'est moins bien, mieux. C'était loin d'être un prérequis. Le premier prérequis était les compétences managériales, les compétences humaines. C'est le premier et le seul. Après, ça reste un de nos associés au sein de la maison. Il connaît très bien nos métiers. Enfin voilà, je suis pas allée chercher quelqu'un qui faisait du management de supply chain dans une industrie. Pas du tout. Il est issu de nos métiers. Il connaît très bien nos métiers, notre culture, l'importance. Mais le premier prisme, c'était quelqu'un qui a l'appétence et les compétences pour mener ce projet et qui comprend ce que veut dire aujourd'hui manager et notamment aussi manager des jeunes générations qui ont peut-être des attentes aussi un peu différentes de leurs aînés. Et cette partie-là, vous l'avez, quand vous évoquez les compétences, évaluer et détecter, c'est au travers des expériences et de son expérience avec l'entreprise ou vous avez utilisé d'autres moyens pour... Alors, tout à fait. Ça, c'est par assessment pour le moment interne mené par l'équipe RH, puisqu'on travaille beaucoup avec un certain nombre de nos leaders. Et donc, on avait déjà préidentifié chez cette personne-là de très fortes compétences et une très forte appétence justement sur ce sujet. Et quand on a décidé en comité exécutif de lancer ce projet, moi, à titre personnel, le nom m'est venu, mais voilà, c'était d'une évidence que c'était la bonne personne. Mais c'était un choix un peu audacieux parce que justement, pour certains, il était peut-être pas intégralement opérationnellement connecté à cette équipe-là. Et puis aussi, il est reconnu pour une très très forte expertise. Alors, non pas que je me dédie de ce que j'ai dit avant, c'est un de nos rares experts qui a vraiment la fibre managériale. Donc, j'oppose pas les deux. Mais statistiquement, c'est quand même très rare d'avoir quelqu'un qui excelle dans toutes les dimensions. Il se trouve qu'il excelle dans plusieurs, et notamment celle de l'expertise et celle du management. Et donc, pour beaucoup, c'est dire, mais Mathilde, après tout,
est-ce que c'est pas un peu gâché de le mettre sur ce rôle-là, puisque c'est notre grand expert sur un certain nombre de domaines. Et parce qu'on est d'accord que du coup, il n'a plus de dimension opérationnelle et il ne gère plus la partie expertise métier. Idéalement, lui comme moi, nous aurions souhaité. Maintenant, on a des obligations. Donc lui, il garde 50% de son opérationnalité et 50% dédié. Et c'est sous sa responsabilité qu'on va du coup créer, qu'on est en train de recruter. On a déjà identifié des gens en interne, enfin, on pourra en reparler, qu'on est en train de créer cette population, ce nouveau métier où il va avoir une équipe dédiée qui lui sera rattachée de managers de métier. Voilà. Et qui seront, eux, à combien? 100% du temps? 100% du temps. D'accord. Et donc, c'est pour moi ça, une des véritables nouveautés. Il y en aura deux. Le sujet, c'est de se dire, c'est un vrai métier. Donc, on va pas en attendre une autre production. La production, la mission attendue, c'est manager au quotidien et ne faire que ça. Alors la question qui peut venir, c'est mais après tout, est-ce que c'est un investissement qui va porter ses fruits? Est-ce qu'en termes ROI, est-ce qu'on est sûr? Et c'est là où il faut pas se tromper. Qui dit métier dit indicateur de performance. Comme dans tous les autres métiers, on en a bien pour les commerciaux, pour les experts sur la qualité de leurs livrables, sur les équipes RH, sur les équipes marketing, bien évidemment aussi sur les managers de métier. Il y a des KPIs et des critères de performance attendus parce que sinon, ça veut dire que leur métier n'a pas de sens. Si on ne peut mesurer aucune valeur produite par leur contribution, c'est que ça sert à rien. Moi, je suis convaincue que ça sert bien évidemment à quelque chose et que non seulement ils seront dédiés à manager, mais ils vont avoir des KPIs de performance qui seront des KPIs de performance sociale. Et alors, quels sont-ils justement ces indicateurs? Alors, les premiers, alors bien sûr, il y a des critères qu'on suit dans notre industrie tels que la productivité. Bon. Mais surtout, les autres enjeux, c'est que les critères de productivité, on les a déjà aujourd'hui. Voilà. L'enjeu pour nous est surtout d'accoler à ça les sujets d'engagement. Et derrière nous, on va dire notre KPIs d'engagement, on a beaucoup de KPIs différents sur la formation, sur le développement des compétences, sur l'ambiance de travail, le cadre, ce que j'appelle le cadre psychologique positif. Est-ce que c'est un environnement dans lequel je peux parler librement, je me sens écoutée, respectée, accueillie, je peux être qui je suis. Donc le climat social, la qualité du dialogue social, ça sera un des critères. Tous les sujets aussi de code, ça on se rend compte aujourd'hui, et c'est une des dérives aussi, enfin en tout cas une observation, c'est qu'avec le travail hybride, on est convaincu qu'aujourd'hui c'est la nouvelle norme, mais beaucoup d'apprentissage de code implicite de l'organisation se font beaucoup moins par mimétisme, parce qu'on vient moins au travail, donc on observe moins ce qui se passe, donc d'où l'importance accrue d'avoir des managers qui au quotidien, on en est à des choses basiques, comment on s'habille, comment on se comporte, comment on parle à un client. Alors, ça ne veut pas dire que les managers opérationnels n'interviennent pas, mais en fait, en intervenant que sur des petits bouts, on n'aborde pas l'accompagnement du collaborateur dans sa globalité. Il y a aussi une notion qui est la moins drôle, mais qui existe chez le manager, c'est le rôle de sanction quand il faut sanctionner. Hein. On a une identité du manager qui est leader, boss, coach. Donc, on a trois postures à avoir. Leadership, j'entraîne. Boss, je cadre. Et puis coach, je développe. Eh bien, quand on n'a pas de lien de subordination, on se rend compte que qui est la personne qui pose le cadre et qui parfois met en œuvre, quand il faut, certaines sanctions ou recadrage ou rappel de certaines consignes. Et donc, ces managers auront toute légitimité et responsabilité sur le sujet, mais aussi l'accompagnement de, voilà, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu as bien suivi tes formations? Est-ce que tu viens suffisamment au bureau? Et puis, un rôle très accru en lien, bien évidemment, avec les équipes RH et les équipes d'HRBP pour avoir à la maille individuelle comment tu le sens, qu'est-ce que tu as envie de faire demain, comment je peux t'aider. Donc, vraiment, un manager qui est là au service des autres. Et c'est vrai que quand on est manager opérationnel, les excellents managers arrivent à gérer cette double casquette parce que quand on est au service des autres et qu'on est dans le care management, parfois ça s'oppose au management opérationnel. Je donne un exemple. Si je suis moi j'estime en tout cas un bon manager, faire en sorte que mes équipes s'envolent un jour, si c'est le meilleur choix pour eux, c'est de ma responsabilité. Mais opérationnellement,
c'est quand même me tirer une balle dans le pied. Et donc, c'est pour ça que souvent, on a des managers en poste qui ont beaucoup de mal à aller vers le management, on va dire, humain-social du terme, parce que c'est savoir dépasser ses propres intérêts. C'est vraiment être dans le but commun, le sens de l'autre et savoir que même si ça porte conséquence sur l'opérationnel. Et donc, c'est pour ça que ce double rôle, il est difficile. Donc, nous, on a décidé pour le moment, de le dissocier, sans enlever de rôle au manager opérationnel. Mais ce que je leur rappelle souvent, c'est que il faut l'admettre. Il y a plein de choses qu'ils ne font pas aujourd'hui. Je leur enlève rien. J'apporte un binôme, quelqu'un d'autre qui va le faire parce qu'ils ne peuvent pas le faire et je les blâme pas. C'est la manière dont on organise aujourd'hui nos équipes et nos missions rendent ce double rôle très compliqué. Alors, par rapport à ce que vous évoquez, on sent tout de suite, et notamment parce que le métier Forvit Mazars est quand même de facturer du temps passé, les personnes. Donc, on comprend qu'au travers de votre mesure, il y a tout de suite des sujets de productivité, de rentabilité, de ROI, si effectivement les personnes sont dédiées à 100% au management. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre et à lever justement les freins pour une mise en œuvre comme celle-ci? C'est clair que la première réponse qui est dit, mais ça va baisser, on va perdre en marge. Enfin, ça va augmenter les costs de masse salariale. Donc, et moi, je suis convaincue que un très bon manager, en travaillant sur la performance sociale, crée nécessairement de la performance économique parce que les gens sont plus engagés et plus productifs. J'en suis certaine. On a déjà des indicateurs qui nous le disent. Aujourd'hui, on travaille avec des mesures de performance de l'engagement et on a déjà pu détecter justement au sein de notre organisation que la corrélation déjà entre management de proximité, engagement des collaborateurs. Et c'est là où la notion intergénérationnelle, les nouvelles générations, c'est encore plus marqué. Ils s'engagent pour leur manager. Ils s'engagent parce qu'ils se sentent bien. Et non pas parce qu'ils ont une promotion à la fin de l'année ou une belle augmentation. C'est beaucoup moins, en tout cas, important dans leur balance en tant que levier d'engagement. Donc, plus que jamais aujourd'hui, on doit investir parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent et qui nous le demandent. Et donc, à travers les baromètres d'engagement, on a eu beaucoup de quanti de quali et on a pu observer que oui, étrangement, plus les équipes sont importantes, mutualisées avec moins de proximité, moins l'engagement est important, moins la productivité est importante. On a déjà les chiffres. Donc, en fait, j'ai déjà fait la partie du chemin parce que moi, je vais venir accoler à ça mon management et je vais juste démontrer que la productivité va s'améliorer et que l'engagement va s'améliorer parce que j'ai déjà tous les indicateurs et le bilan à date sans management, avec des démonstrations par ailleurs dans d'autres équipes. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est ce qui a permis de convaincre. Après, pour autant, je dois démontrer. Il suffit pas, voilà. Donc aujourd'hui on a un leader. Déjà il fallait vendre un choix audacieux, mais on en est ravis. Ouvrir des postes qui sont en train d'être staffés, recrutés, certains déjà identifiés, avec le parti pris que l'opérationnalité, en tout cas un passé d'opérationnel n'est pas un prérequis. D'ailleurs, on a plutôt identifié 3 typologies de profils. Des gens qui viendraient plutôt des RH qui veulent se reconvertir, mais cette fois en management, parce que c'est très différent. Interne, externe ou uniquement Interne, externe. Après, il se trouve que c'est un projet qui a plu à beaucoup de gens en interne. Donc, on a beaucoup de candidatures en interne, notamment aussi auprès de professionnels RH. Donc, si on peut promouvoir nos talents internes, c'est toujours quelque chose qu'on souhaite privilégier. Mais pour autant, on va le faire très sérieusement parce qu'on va avoir un assessment de sélectivité, justement pour s'assurer des compétences. Là, on est en train de démontrer qu'il y a des gens qui en ont l'appétence. Ça y est, on a plein de candidatures. Maintenant, comment on va bien s'assurer des bonnes compétences? Mais on a des candidatures de RH. On va aller chercher des gens qui ont des vraies expériences de management dans d'autres univers, d'autres cultures, parce qu'on voudrait aussi s'enrichir de d'autres expériences. Et on a aussi des anciens opérationnels qui ont envie, eux, de changer de métier et de devenir vraiment manager de métier. C'est un vrai métier. Donc, on a aujourd'hui, voilà, on a plein de choix et on a déjà pré-identifié. Malgré le fait qu'on ait déjà identifié et qu'on sente, on dit, ah oui, on verrait bien ou telle personne, on veut aller jusqu'au bout et donc on a créé un assessment dédié sur le management avec un partenaire parce que on se rend compte que
assesser, recruter le management, c'est comment on certifie les compétences. Alors, on peut venir nous raconter qu'on a managé des équipes avant, après, mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est dépasser le diplôme ou l'expérience passée et être dans la vraie certification des compétences à l'instant T. Ça, j'y crois. C'est globalement une approche qu'on met sur l'ensemble de nos métiers. Mais comme là, je veux défendre ce projet, on peut pas se tromper. On va se donner toutes les chances de réussir. Et donc, il y aura un assessment dédié sur les compétences clés en termes de management qui sont attendues, intelligence émotionnelle, empathie. Oui, j'allais vous poser la question des Voilà. des Alors, on va aptitudes. beaucoup dans quelqu'un qui est capable de passer de la posture leader à boss à coach. Et on sait que c'est pas du tout les mêmes compétences en termes d'écoute, de posture, d'intelligence émotionnelle, mais il faut aussi savoir être clair, donner des objectifs et cadrer. Donc, en fait, ça demande beaucoup de subtilité et de maturité, en fait. Et donc, on a développé tout un assessment qu'on va pouvoir, nous, après, orchestrer par nous-mêmes, mais pour se donner les chances, voilà, de ne pas être biaisé aussi par nos propres fonctionnements et notre culture interne. On s'est fait accompagner à l'externe et que ce soit nos candidats internes ou externes passeront tous l'assessment pour qu'on prenne à la fois les gens qui ont les plus grandes compétences et appétences et quelle que soit leur expérience passée, en fait. Alors, cette mesure innovante, en tant que présidente du Lab RH, vous côtoyez d'autres DRH et d'autres personnes de la population RH, est-ce qu'elle vous paraît applicable à d'autres secteurs d'activité et d'autres métiers? Totalement. Alors nous, c'est peut-être plus facile d'avoir ces deux rôles. Après, je dis pas que je défends les deux rôles, dans le sens où manager, pour moi, c'est un des métiers les plus durs du monde. Pourquoi? Parce que c'est être un expert des relations interpersonnelles et ça serait si l'humain était si lisible. C'est extrêmement complexe. Donc, c'est un métier très compliqué et je ne suis pas sûre que c'est pas si facile à trouver. Et donc, idéalement, moi, je suis en tant que DRH, je suis manager moi-même, donc je le teste tous les jours. Je dis pas qu'il faudrait une DRH opérationnelle et une manager d'équipe. Maintenant, voilà, si l'enjeu c'est d'avoir, on veut du coup à chaque fois chercher aussi les moutons à 5 pattes, parce que si on veut être très bon dans l'expertise et être très bon dans le management, puis on va rajouter d'autres choses, on risque de pas trouver non plus assez de monde. Donc moi j'essaye d'avoir une approche pragmatique. Je veux dire voilà, tous mes managers opérationnels ne pourront pas avoir ce niveau de qualification, en tout cas dans un instant T, ça prendra des années. Donc c'est ce dispositif qu'on met en place pour démontrer à grande échelle que si on investit non pas dans les formations au management, mais dans la refonte même de l'ensemble de l'organisation en mettant le management comme un asset stratégique de l'organisation, c'est ça que j'essaye de démontrer, ça va servir le business et l'efficience de l'organisation. Et donc j'ai intégré ça pour pouvoir le démontrer. Maintenant, globalement... Parce que vous opposez... alors, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est une des parties de mon activité, donc je suis interpellée par ce que vous évoquez. Donc, ce que vous évoquez, c'est vous opposez le fait d'avoir une population managériale interne à la formation management? Non, je dis juste que, pardon, c'est la question que tu posais, au début, de dire, voilà, on investit beaucoup en formation, mais nous, on allait continuer. Mais je dis, mais former des gens dont ça n'est pas l'envie, dont fondamentalement, ils le font que pour être promus, mais pas par conviction de l'apport de leur mission. Pourquoi continuer à investir sur ces gens-là? Mais là, pardon, mais on met de l'argent par les fenêtres. Donc, quand je dis la formation est importante, mais c'est un outil d'accompagnement après. C'est en amont, comment on s'assure qu'on est allé chercher les bonnes personnes pour manager. Et ce sont pas toujours les meilleurs opérationnels ou les plus grands experts. Donc, si on veut les meilleurs managers, c'est peut-être accepter qu'on va avoir plus de monde. Parce qu'on va dédoubler. En fait, c'est des postes où on voulait tout mettre, c'est l'image de, on te met tout, toi. L'expertise, le management, les ventes, voilà. À dire, non, si on veut les meilleurs dans tout domaine et si on pense que tous ces assets sont stratégiques, comme on aura beaucoup de mal à trouver beaucoup de gens qui ont tout, autant faire des voies d'experts, des voies de managers, des voies de développeurs. Mais dans ce cas-là, on démultiplie les postes et donc ça coûte de l'argent à l'organisation. Et donc moi, j'essaye de démontrer que c'est une fausse peur parce que si on met les meilleurs à chaque niveau, en fait, on optimise
l'efficience de l'organisation, on crée plus de valeur, ça se retrouve dans notre développement, ça se retrouve dans la hausse des prix, ça se retrouve dans la rétention des équipes et à la fin économiquement, en fait, ça fait gagner de l'argent. Ça n'est pas un trou financier. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas évident en fait à intégrer, je le constate, ou en tous les cas, on nous dit oui, mais la preuve, c'est qu'en fait, on voit très peu de changements. Quand moi, en tout cas, j'en parle avec mes pairs, tu me posais la question au sein du Lab RH, beaucoup de gens me disent, oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais on ne le fait pas. Parce que pour cela, il faut quand même une maturité en termes de pilotage d'indicateurs de mesure de performance. Et moi, j'étais convaincue, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'outils parce que il suffit pas de le dire, il faut pouvoir ensuite le mesurer et donc il faut des indicateurs. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui n'ont pas forcément ces indicateurs-là. Ou qui pour le moment n'ont pas envie, pour des raisons bien à elles et pas jugeantes, d'ouvrir ce sujet-là. Parce que c'est aussi dire à des gens, peut-être arriver à certains postes, qu'ils ne font pas bien ce qu'on devrait attendre d'eux. Donc bien sûr, c'est compliqué parce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont en poste, à des hauts niveaux, et à qui on n'a jamais dit « tu es un très mauvais manager et tout le monde part à cause de toi ». C'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que je pense que le changement doit arriver par le bas. L'idée, c'est pas de changer tout le système, c'est d'impulser un changement qui fait que pour l'avenir, toute personne qu'on remettra, on les remettra un peu dans ces nouveaux rails, en fait, dans ce nouveau modèle. Et puis après, avec les années, ça va se renouveler. Et l'enjeu, c'est que tout nouveau futur manager soit un manager de métier et avec les bonnes compétences associées. Je pense que c'est transposable dans toutes les industries, mais je voudrais donner un exemple quand même qui est très illustrant de mon modèle. C'est que je suis pas la première dans le modèle tech. Si on regarde les organisations tech, notamment, ça a été beaucoup le cas des startups, et c'est un modèle qui a été très développé par la Silicon Valley. Quand on va dans ces organisations-là, le nerf de la guerre, c'est la tech. Donc, le CTO et tous les développeurs, les data scientists, les codeurs, enfin voilà, tous ces métiers-là, c'est le nerf de la guerre. Quand vous adressez des populations de dev, en général, ils s'embarrassent pas du management. D'ailleurs, ils le disent. Non, mais moi, t'es gentil, mais j'ai pas envie de manager. Je veux pas m'emmerder avec tout ça. On va pas dire au CTO, tu veux pas manager, donc t'es pas promu. Non. C'est le cœur du business de la boîte. Et donc, ils ont embauché des managers à côté pour donner le management que les autres ne voulaient pas faire. Et si on regarde bien dans ce segment-là, enfin en tout cas au sein de cette industrie, souvent il y a deux voies royales. Il y a le CTO et le COO. Et en fait, celui qui se charge des opérations, c'est celui qui orchestre tout le pilotage et le management des équipes. Le CTO, lui, il est focus sur son expertise. C'est exactement ça. C'est transposable, en mon sens, dans presque toutes les organisations. Je pense que ce que tu partages, on est passé du vous. Oui, pardon. Je pense que ce que tu partages, beaucoup de DRH qui nous écoutent et de personnes de la population RH te rejoindront sur ton analyse. J'ajouterais qu'un des éléments aussi importants, c'est le courage et la prise de risque de le mettre en œuvre, parce qu'effectivement, prendre ses responsabilités aussi côté entreprise sur le développement et remettre en question la partie managériale, c'est ce que tu fais au travers de cette mise en œuvre. Et en tout cas, c'est très inspirant. Alors, comme je l'ai précisé en introduction, ce podcast est possible grâce au soutien de Cegid, qui est spécialiste des solutions cloud pour la gestion des ressources humaines en entreprise. Je te propose d'ouvrir le micro à Lucia, qui est experte du sujet chez Cegid et qui a une question pour toi, Mathilde. Avec plaisir. Bonjour, je suis Lucia Triana. Je fais partie de l'équipe internationale qui travaille autour des sujets RH chez Cegid. Et je voudrais savoir, selon vous, comment les RH assistent les managers dans la création d'un environnement de travail qui favorise la collaboration et puis la performance collective. Alors, comment les RH, on accompagne les managers pour mettre en place un environnement de travail on va dire performant. Je pense que notre rôle en tant que RH, c'est aussi de pouvoir utiliser la posture coach déjà pour pouvoir accompagner les managers lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais aujourd'hui, en tous les cas, via les outils, c'est comment on les aide à analyser des données. Aujourd'hui, on est capable de produire beaucoup de données à un périmètre d'équipe, ce qui va pas. On mène des ateliers qualitatifs aussi. Donc en fait, nous, on est là
pour animer et en fait donner le maximum d'informations, d'orientation au manager pour qu'il puisse prendre ses propres décisions. Et ça, je pense que c'est important. On se met pas à la place du manager. Mais aujourd'hui, lorsqu'un manager dit j'ai des problèmes dans mon équipe, écoute, déjà on va regarder le baromètre d'engagement, on va aller regarder à la maille des réponses. Certainement, on a peut-être des indications sur ce qui pourrait être mis en place pour favoriser leur quotidien. Et puis notre rôle au sein de l'équipe RH, c'est de penser des programmes pour que les managers aient justement des leviers d'engagement et des dispositifs à offrir à leurs équipes pour répondre à des situations données. Je pense à un exemple, penser des programmes pour les salariés aidants, pour la parentalité, pour des congés spéciaux pour remercier des collaborateurs dans certains cas de figure. Ce sont pour moi des outils qui sont pensés pour les mettre à disposition des managers et les aider à trouver les bonnes clés de réponse aux problématiques de leurs collaborateurs. Donc voilà, je dirais comment on les aide. Mathilde, qu'est-ce qui a changé d'après toi pour les managers aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça c'est assez partagé. Je sens vraiment un manque de sérénité chez les managers qui apprennent à manager la nouvelle génération. J'entends beaucoup, mais Mathilde, on ne comprend pas cette nouvelle génération parce qu'en fait, on arrive vraiment à une époque où les leviers d'engagement sont différents. Donc, on analyse la jeune génération en pensant qu'elle n'est pas engagée. Tout simplement parce qu'on veut projeter sur elle les leviers d'engagement que nous, on avait, en tout cas que les aînés avaient vis-à-vis de nous-mêmes. Chaque génération est différente, est le fruit d'une époque et d'une éducation reçue. Si vous utilisez les recettes qui ont marché sur vous pour engager les jeunes, vous n'allez pas y arriver. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, apprendre aux managers à mieux connaître la cible par des approches plus sociologiques, démographiques, beaucoup plus économiques. Enfin, on aborde tout ça pour essayer de donner des clés de lecture et de compréhension de nos managers. On ne manage pas tout le monde de la même manière. Pour bien manager, il faut aussi savoir qui j'ai en face, et comment il fonctionne et quels sont ses leviers d'engagement. Une fois qu'on arrive à parler un langage commun, c'est beaucoup plus facile. Je te remercie pour ce retour. Mathilde, nous arrivons à la fin de notre épisode. C'est passé très vite, c'est un sujet qui est passionnant. Comme à chaque épisode, nous terminons par une conviction, un conseil que tu souhaites partager avec les personnes qui nous écoutent et qui ont comme responsabilité de développer les collaborateurs dans l'entreprise, que ce soit au travers de leur mission RH ou manager d'ailleurs. Quel serait-il ce conseil ou cette conviction, quelle serait-elle ? Alors, on manage pas pour être aimé, même si on manage bien à la fin, bien sûr que je pense que ça conduit à des relations qui peuvent être assez fortes. Mais je dirais, si j'avais un conseil pour les gens qui veulent s'orienter dans ce métier, ne le faites pas pour être aimé. Faites-le d'abord pour être un bon manager et normalement après, ça se passera très bien aussi avec les équipes. Merci Mathilde. Merci. C'était un grand plaisir de te recevoir. Je te remercie pour ton engagement, ton investissement et aussi ta vision. On peut ajouter dans la liste la prise de risque puisque ce que tu mets en œuvre, je pense, est une piste de réflexion pour un certain nombre d'entreprises, en tout cas pour développer la population managériale. Merci encore. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et merci à Cégide de soutenir la production de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Si cet épisode vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, un commentaire ou même à le partager. Pour suivre les actualités liées aux thématiques RH, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Topo RH. À bientôt.